un grand nombre de centres de compétences répartis dans la France entière. La filière de soins, il ne faut pas qu'elle soit rompue entre la prise en charge pédiatrique et l'arrivée dans le service adulte. Cette filière de soins, elle est illustrée au mieux par la mise en place de consultations de transition. Qu'est-ce qu'on appelle la transition? C'est un processus actif qui va concerner à la fois plusieurs domaines et plusieurs acteurs. Les domaines concernés sont bien entendu le domaine médical, mais également la prise en charge psychosociale et le domaine éducationnel. C'est dire que c'est une collaboration pluridisciplinaire, avec plusieurs acteurs, le rhumatopédiatre qui aura pris en charge l'enfant dès son plus jeune âge, le rhumatologue qui va prendre en charge la suite de son histoire, le patient et les parents. Cette consultation de transition, elle doit avoir pour but à aider les adolescents à se prendre en charge, mais également faire comprendre aux parents qui ont souvent un comportement très protecteur, et c'est bien normal, vis-à-vis de ces enfants qui ont été malades, souvent très malades et handicapés pendant une bonne partie de leur enfance, à les laisser grandir, à les laisser s'autonomiser et à laisser les enfants prendre en charge eux-mêmes leur maladie, puisqu'ils sont devenus des adolescents, voire de jeunes adultes. Cette consultation, elle fonctionne en lien étroit avec le service pédiatrique d'origine, ce qui permet non seulement le transfert du dossier médical, bien entendu, mais également le retour des informations vers les pédiatres qui ont pris en charge ces enfants, qui sont souvent très attachés et qui ont besoin d'avoir des nouvelles du suivi. Elle nécessite un personnel médical et paramédical qui non seulement doit avoir une bonne connaissance des arthrites juvéniles idiopathiques, car il y a une notion fondamentale, c'est qu'un enfant qui a une oligoarthrite à l'âge de 2 ans, quand bien même à l'âge de 25 ans, il a une atteinte polyarticulaire, il n'aura jamais une polyarthrite rhumatoïde, il aura toujours son oligoarthrite qui est devenue extensive. Ce sont des maladies différentes qui partagent peut-être certains éléments de leur mécanisme et certaines thérapeutiques, mais dont le pronostic à terme est quand même différent. Et bien entendu, il faut que ce personnel ait un intérêt particulier pour la prise en charge des adolescents et des jeunes adultes, dont les caractéristiques, je dirais, du profil psychologique, surtout chez ces adolescents et enfants qui ont été longtemps malades, est particulier, extrêmement mature, nécessite des explications et nécessite, je dirais, un certain cocooning de départ qui n'est pas habituel dans les services d'adultes. Bien entendu, ces consultations sont des consultations longues, il faut savoir prendre son temps, expliquer, informer, encore plus que chez les adultes. Les innovations dans les thérapeutiques, elles ont bien entendu, et on l'espère, elles vont bien entendu transformer le pronostic de ces rhumatismes inflammatoires de l'enfant. C'est bien entendu les anti-TNF-alpha, mais également 2 autres anticorps monoclonaux dirigés contre l'IL1 et l'IL6. C'est l'intérêt vis-à-vis de la croissance et de la minéralisation osseuse. Alors contrairement à Jean Sibilia, je vais rentrer un petit peu dans les mécanismes, dans les molécules, pour citer les 3 anti-TNF qui sont couramment utilisés, et surtout pour insister sur le premier d'entre eux, puisque cette molécule a bénéficié, et ça a été une révolution extraordinaire, d'une AMM pédiatrique dans l'arthrite juvénile idiopathique, qui a été concomitante de l'AMM dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire dès, c'est pas février, excusez-moi, mais décembre 1999. Les autres molécules ont un petit peu de retard par rapport à l'étanercept. Ce sont les 2 anticorps monoclonaux. L'infliximab, vraisemblablement, n'aura jamais d'AMM pédiatrique, car l'étude internationale qui a été menée n'a pas eu de résultats concluants, vraisemblablement du fait d'une mauvaise stratégie de départ. Par contre, on est en attente d'une autorisation d'utilisation de l'adalimumab, ce qui certainement nous rendra de grands services. L'efficacité de ces molécules, elle est très satisfaisante dans les oligoarthrites, les polyarthrites et les spondylarthropathies. En revanche, elle reste extrêmement médiocre dans les arthrites systémiques, qui peuvent être des maladies extrêmement sévères, comportant non seulement une atteinte articulaire souvent assez diffuse, mais également de la fièvre, des éruptions et un syndrome inflammatoire majeur, ce qui compromet la croissance et la minéralisation osseuse. Et c'est dans cette arthrite systémique que les autres molécules vont être importantes. En ce qui concerne
bien entendu, chaque molécule que l'on utilise, et plus encore chez l'enfant que chez l'adulte, on est en droit de s'interroger sur les risques que font courir et s'ils peuvent être courus en regard du bénéfice attendu. La tolérance, elle est assez satisfaisante. Le risque infectieux il est identique à celui qu'on connaît chez l'adulte. La tuberculose, il y en a beaucoup moins que chez l'enfant. Reste le risque de cancer, pour lequel, dans l'immédiat, nous n'avons pas de signaux d'alerte importants. Il y a un problème important des uvéites, qui survient chez environ un tiers des enfants qui ont des oligoarthrites, et pour lequel l'étanercept nous pose quelques problèmes. Peut-être sera-t-il résolu par l'utilisation de l'adalimumab. L'anti-IL1, elle est efficace, semble-t-il, dans les arthrites systémiques, avec, d'après les premières études connues à l'heure actuelle, 50 à 60% d'enfants répondeurs. Elle pose un problème de tolérance, c'est un traitement qui est difficile à supporter, ce sont des injections sous-cutanées quotidiennes, avec souvent des réactions cutanées, pas toujours acceptables pour les enfants, et on est en attente du développement d'un anticorps monoclonal sous-cutané à effet retard, qui pourrait être extrêmement intéressant dans ces arthrites systémiques. La deuxième molécule qui est sans doute extrêmement prometteuse dans les arthrites systémiques, c'est la molécule qui inhibe l'interleukine 6, dont l'efficacité a déjà été démontrée dans la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte, qui a déjà fait l'objet de quelques études chez l'enfant, avec des efficacités parfois très remarquables, jusqu'à 90% de réponse, mais dont bien entendu le caractère récent ne permet pas de savoir quelle sera sa tolérance à long terme non plus. Un petit mot sur la croissance, pour dire que le trouble de la croissance est à la fois la résultante non seulement de la corticothérapie, mais également de l'inflammation, et que dans les formes sévères, et en particulier les arthrites systémiques, l'utilisation de l'hormone de croissance peut permettre des gains de staturaux extrêmement importants, à condition d'être démarré précocement. Il est donc indispensable d'obtenir un contrôle de l'inflammation, de suivre la croissance, et dès que l'on voit cette croissance se ralentir, de faire appel à un spécialiste, tout en sachant que l'utilisation de l'hormone de croissance, qui à l'heure actuelle est une hormone de croissance synthétique, ne pose pas de problème de tolérance, mais uniquement un problème d'indication, puisqu'il n'y a pas encore d'autorisation de mise sur le marché dans cette indication. Un petit mot sur la minéralisation osseuse, pour dire qu'il faut surtout suivre dans les formes sévères par densitométrie osseuse la minéralisation de ces enfants. On a à l'heure actuelle des ABAC pour suivre la minéralisation osseuse par rapport aux enfants normaux, que cette minéralisation osseuse, elle nécessite également un contrôle de l'inflammation pour s'effectuer de façon normale, qu'elle est prévenue systématiquement par l'administration de calcium et de vitamine D, bien entendu, et que l'utilisation des biphosphonates fait encore l'objet de discussion en raison essentiellement de la problématique de la tolérance à long terme. Pour améliorer l'évaluation, des outils sont à l'heure actuelle déjà disponibles. C'est l'utilisation de la version pédiatrique du questionnaire Health Assessment Questionnaire, qui est utilisé dans les formes périphériques d'arthrite juvénile. Et pour les spondylarthropathies qui sont en partie axiale et en partie périphérique chez l'enfant, une étude va bientôt démarrer pour évaluer les indices utilisés chez l'adulte, le BASDAI et le BASFI, et pour savoir s'ils sont utilisables chez l'enfant. Des scores d'évolutivité sont également en cours de développement. Pour conclure, les anti-TNF-alpha vont certainement permettre d'améliorer le pronostic d'un grand nombre d'enfants atteints d'arthrite juvénile idiopathique. Les autres biothérapies pourront certainement donner un coup de pouce pour ceux qui ne répondent pas aux anti-TNF-alpha, et en particulier pour les arthrites systémiques, et que tous ces efforts peuvent être possibles grâce à la création, il y a maintenant près de 10 ans, d'une coordination européenne de la recherche clinique et thérapeutique des arthrites juvéniles idiopathiques, sous l'égide du PRINTO, qui est un organisme donc européen, comme je vous l'ai déjà dit, qui collabore avec le groupe identique nord-américain et dont les efforts conjoints doivent permettre de réduire à terme le handicap lié à ces affections. Je vous remercie.